ambassadeur. Je suis très honoré de vous rencontrer. Très heureux de vous présenter ici. Ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est un grand honneur pour moi de représenter. Fort de symbole. Oui, absolument. Évidemment. Ouais. Merci encore. Voilà. Salut, bonjour, très bien. En général. Mes respects, Monsieur le Premier ministre, Jean-Pierre Lapparat, je suis le maire de Fleury-Trois-Douaumont. Je suis véritablement très honoré de votre visite sur ces sites de mémoire. Honoré et ému. Pour ce qui Et vous aussi, de même. Nous voyons l'histoire de France. 15 000 tombes, 130 000 à peu près pour la Suède. Et le village de Fleury qui est où, placé. Le village lui-même, c'est dans la trouée que vous avez. Vous voyez le mémorial, c'était la gare du village. Et donc le village est dans les bois devant. Combien y a-t-il d'habitants? Il y avait 422 habitants au dernier recensement d'avant-guerre. Et alors il n'y a pas de victimes civiles, nous n'avons pas de victimes civiles, tout a été évacué à partir de 1916. C'est ça. De façon à ce que le territoire devienne exclusivement un territoire militaire. Et voilà, Fleury disparaît en fait à partir de juin 1916 dans la grande offensive allemande de juin-juillet 1916. D'accord. Permettez-moi de vous remettre la médaille de Fleury. Alors avec donc une maison forte qui existait à Fleury avant, territoire qui appartenait à l'évêché, et des violettes qui représentent Sainte-Fine, une des patronnes du village de Fleury. Eh bien, merci, je suis très sensible, monsieur le maire. Elle sera en bonne place. Merci. Dans mon bureau à Matignon. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Armand Falk, je suis le maire de Douaumont-Montvaux. Voilà. Là, on est dans le lourd, très très lourd. Nous avons créé une commune nouvelle, Douaumont-Montvaux, il y a 2 ans. Je vous Nous avons fait un jumelage pratiquement historique important avec la ville de Rheinbach en Allemagne, où ils sont 28 000 habitants. Nous sommes 82 et nous avons décidé de travailler ensemble. Et c'est une ville dont les soldats avaient payé un lourd tribut à ces batailles ou elle a été choisie Non, elle a été choisie, c'est parce qu'on a une longue histoire franco-allemande avec eux. Déjà, il y avait des Français qui vivaient à Rheinbach. Et donc, avec Konrad Adenauer, la fondation, on a donc commencé à prendre des attaches, des contacts, et nous travaillons ensemble. On va créer prochainement un verger sur Douaumont, un verger historique aussi, etc. Avec les enfants, et on travaille sur le devoir de mémoire et sur l'histoire. Merci de votre accueil, monsieur. Bonjour. Alors, je me suis permis de regarder simplement. Votre grand-père était trop jeune pour avoir fait la guerre de 14. Il a fait. Mes grands-parents sont de la génération, ils sont tous nés juste avant ou pendant la Première Guerre mondiale. En revanche, si vous montez la génération au-dessus, et notamment le père, comme beaucoup de Français, le père de mon grand-père maternel est mort à la guerre de 14-18. D'accord. Oui. D'accord. En revanche, le père de mon grand-père paternel l'avait faite, mais elle est revenue vivante. Et j'ai souvenir d'avoir enfant connu un oncle de ma grand-mère qui avait été gazé et qui a dû mourir, je dirais, au milieu des années ou au début des années 1970. Vous voyez. Et j'ai souvenir de cet homme, c'est un peu une gueule cassée. À l'intérieur du cimetière, il y a un Jean Castex du 140e régiment d'infanterie. Et paradoxalement, il y a un Jean Lapparat qui était mon père, qui est aussi du 140e régiment d'infanterie. Voilà. Mais Castex, c'est un nom extrêmement répandu dans le sud-ouest, dans les Landes avec TS. Oui. Mais je suis. On est de la même origine. Oui, parce que on est des Charentes, originaires des Charentes. Mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon grand-père sont montés pour la construction des forts à partir de 1906. Et ils ont fait souche après la Verdun. Et beaucoup de Charentais sont battus aussi sur la Cayette, qui est un haut lieu d'histoire sur le moment. C'est le ravin qui est juste de l'autre côté. Là, vous avez toute la France qui repose. Oui. Ça, vous... Et nous parlions, vous le savez, Charentais,
il y a eu un moment un peu d'injustice envers les soldats venus du Sud, auxquels on a à tort reproché leur insuffisante combativité. Hein. Là, il y a comme un historien qui a écrit un ouvrage sur la légende noire des soldats c'est sur la du côte Midi. 304. Exactement. Voilà. Ce qui n'a pas été le cas, parce que comme vous dites... Non, les historiens ont fait litière de ça, mais il fallait trouver... On était en 14 tellement sûr qu'on allait gagner en 8 jours, tandis qu'on a commencé à perdre. En 14, ça a très très mal commencé cette affaire. Il fallait bien trouver un responsable. Tout à fait, on est bien d'accord. Hein, voilà, donc, vous connaissez l'histoire mieux que moi. Bon, Très bien. allez. Plus tard. Vous venez avec nous?
Monsieur le Premier ministre, les honneurs vous ont été rendus par la musique de l'arme blindée cavalerie de Metz. Les drapeaux du 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg et du 292. Jägerbataillon, par un détachement d'honneur de la brigade franco-allemande, par un escadron d'honneur du 1er régiment de chasseurs de Verdun, par un détachement d'honneur de la base aérienne 133 de Saint-Dizier et de la base aérienne 113 de Nancy-Aucher. Lieutenant-colonel Fautier, chef du bureau opération et instruction du 1er régiment d'infanterie. Je vous remercie, mon collègue. Aux morts!
Bienvenue. Merci beaucoup. Évêque de Jourdain, président de Suez. Monsieur l'ambassadeur, enchanté. Vous vous accueillir ici. Très ému. Allez. Le directeur de l'OSUR, monsieur Gallard. et ce depuis 1919. Autour de nous, sur les 15 000 hectares de bois, il y a encore environ 100 000 hommes que la terre rejette au fur et à mesure du temps. En dessous des cénotaphes, vous avez des fosses de 14 mètres cubes, où on a récupéré les ossements ici, par exemple, de Besançon et Chambret. Vous avez raconté la flamme sur une cuve de 400 mètres cubes. Ce ne sont que des jeunes gens, ils ont entre 22 et 24 ans. Tous les noms qui sont gravés sur cette ossuaire, dans cette ossuaire, c'est à la demande des familles, dont le défunt est porté disparu. Il n'y a pas de temps. Voilà, ils sont gravés ici et on en grave encore une vingtaine chaque année. Ça, c'est un peu joli. On n'étonne pas. Ouais.
Et on en retrouve. Et on en retrouve chaque année, surtout le champ de bataille. Sur les terres d'élection, on en retrouve. C'est vraiment et en fait, alors une année normale, en Covid, on reçoit entre 300 et 400 000 visiteurs. Donc 60% sont germanophones. Ça, c'est très intéressant. Le suir de Douaumont, comme le fort de Douaumont, sont déroulés de la mémoire aussi pour nos camarades allemands. Ici, vous avez Douaumont. Et là, vous avez à peu près 4 millions de gravés. Et depuis 2014, nous gravons les soldats allemands ainsi que les soldats français. Ça, c'est pas bon. Vous en avez combien gravés? Pour l'instant, on en a 5. C'est pareil, c'est toujours à la demande des familles. Donc la fondation est une œuvre privée, donc composée de 12 membres, dont le président est Monseigneur Luchin, des évêques de Verdun, et ça a été créé par Monseigneur Schmisti, alors évêque de Verdun. Vous connaissiez? C'est là qu'on tissait des aucun président est venu au Gand, au centenaire. Gravé en français et en allemand. Un peu le nôtre. Sinon, je n'ai pas envie d'appuyer sur le lunettes.
toute assemblée du centenaire de Fleury, aussi toute la fraternité et la paix que nous avons. Monsieur, particulièrement. Le symbole de fraternité, de la paix qui sont entre nous. Merci. Merci à vous. Vraiment, merci. Un cadre normal. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les sénateurs, Mesdames les préfètes, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, Messieurs les maires, Monsieur le gouverneur militaire, Monsieur le Président du Conseil économique et social du Grand Est, Messieurs les généraux, Mesdames et Messieurs les magistrats, Monsieur le recteur, Monseigneur, Mesdames et Messieurs. Monsieur le ministre, le président fédéral Frank-Walter Steinmeier vous remercie vivement de votre invitation aux cérémonies d'aujourd'hui commémorant la bataille de Verdun. En raison d'une visite d'État prévue de longue date en Israël, du 30 juin au 2 juillet, il n'est malheureusement pas en mesure d'y assister. Pleinement conscient de la portée de cette journée de commémoration pour les Français et les Allemands, il m'a prié de lire le message suivant en son nom. Verdun. Le nom de cette petite ville du nord-est de la France est gravé pour toujours
dans la mémoire de nos pays. Verdun représente l'un des chapitres les plus sanglants de l'histoire franco-allemande. En 1916, les villages de la région, autrefois bucoliques, furent rasés et mués en un paysage de cratères labourés par les grenades. 700 000 Français et Allemands ont perdu la vie ou ont été blessés dans le moulin à os de Verdun, comme on l'a surnommé côté allemand. Jamais nous ne connaîtrons le nombre exact de victimes. Verdun a résulté d'une idée fausse, celle de la supériorité de sa propre nation sur les autres et d'un patriotisme qui a dégénéré en nationalisme et en conquête du statut de grande puissance. Verdun demeure en traumatisme. Il reste difficile de trouver les mots justes pour le deuil infini et la douleur éprouvée face au si grand nombre de personnes qui ont trouvé la mort ici. Helmut Kohl et François Mitterrand ont réussi à trouver le geste juste lorsqu'ils se sont donné la main en silence devant les tombeaux. Aujourd'hui, Français et Allemands se tiennent côte à côte dans une Europe unie pour rendre hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale, aux victimes de Verdun. Cette Europe unie, érigée sur les champs de bataille de son passé souvent sanglant, est notre grande chance commune. Il n'est pas aujourd'hui de partenaire plus important pour l'Allemagne que la France. Et il n'est pas pour nos deux pays de projet politique commun plus important qu'une Union européenne forte à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ces deux convictions découlent des leçons tirées par nos peuples de l'histoire sanglante de notre continent. Cette journée nous exhorte à ne pas tenir pour acquis ce que nous avons accompli en Europe et dans nos relations entre Français et Allemands. Il nous faut au contraire le protéger, l'entretenir et l'améliorer. C'est là notre mission historique. L'avenir heureux de ce continent, l'avenir de l'Allemagne et de la France, il réside dans une Europe unie et forte. Au nom du président fédéral également, je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne en France, Madame la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, Monsieur le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Mesdames et Messieurs les parlementaires du département de la Meuse, Messieurs les présidents des groupes d'amitié France-Allemagne de l'Assemblée nationale et du Sénat, Madame la préfète, mon général, gouverneur militaire de Metz, Mesdames et Messieurs les chefs de service de l'État, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs, Messieurs les représentants des autorités religieuses. Ceux du front voient dans leurs jumelles des soldats qui se sauvent de leurs abris, bondissent et tombent. Ils voient des cadavres bizarrement contorsionnés, accrochés au barbelé, et ils savent que celui qui lève les bras au ciel, le corps embroché par une baïonnette, hurle « Maman ».
Mais l'autre, qui appuie son pied grossier sur l'adversaire touché pour casser ou plier la lame de toutes ses forces, cet autre a-t-il conscience de tuer un homme? Ces mots qui décrivent l'horreur quotidienne des tranchées pendant les 300 jours et les 300 nuits que dura la bataille de Verdun n'ont pas été écrits en français, mais ils auraient pu l'être tant le paysage dévasté du champ de bataille se montrait identique, d'un côté comme de l'autre, des fils barbelés. Ces mots, monsieur l'ambassadeur, ont été écrits en allemand par le dramaturge Hermann Seiss, qui livra son témoignage direct sur la bataille de Verdun dans son livre « Danse avec les morts ». Engagé volontaire dès 1914, cet auteur à succès de l'entre-deux-guerres raconte dans sa langue, dans votre langue, dans la belle langue de Goethe, ce que Maurice Genevoix décrira plus tard dans ceux de 14. Les deux soldats ont porté les armes, l'un contre l'autre. Mais les deux écrivains exprimaient bien une même réalité dans des langues différentes. Une réalité qui leur apparaissait tout à la fois surhumaine et effroyable, sublime par l'esprit de sacrifice dont firent preuve nos soldats. Je pense au lieutenant-colonel Drian, qui, à la tête de ses hommes, évita de justesse un désastre militaire au Bois des Corps, au commandant Raynal, dont la résistance dans les entrailles du fort de Vaux est restée dans toutes les mémoires, ou encore à la bravoure des troupes africaines qui, le 24 octobre de l'année 1916, permirent de reprendre le fort de Douaumont. Réalité effroyable aussi, car cette bataille hors norme, cette bataille monstrueuse, cette bataille des 100 jours a vu deux grandes nations, héritières l'une et l'autre d'une culture millénaire, déverser sur la terre et sur les hommes un déluge de fer et de feu jamais envisagé jusqu'alors, même dans les récits bibliques les plus apocalyptiques. Deux cultures différentes, mais pourtant issues d'un même tronc commun qui s'était justement scindé ici, près de 11 siècles plus tôt, avec le traité de Verdun qui entérinait l'éclatement de l'Empire carolingien et dessinait pour plus de 1000 ans la carte politique et linguistique de l'Europe. Alors, souvenons-nous, dans le silence de ce cimetière militaire, qu'ici, à Verdun, en moins de 10 mois, 60 millions d'obus ont été tirés, dont 1 million pour la seule journée du 21 février qui ouvrit les hostilités. Oui, souvenons-nous, au milieu de cette mer de croix blanche, qu'ici à Verdun, plus de 300 000 hommes, Français et Allemands confondus, sont tombés pour leur pays. 300 000 fils, et parmi eux, combien de frères, combien de fiancés, combien d'époux, combien de jeunes pères qui ne rentreront jamais chez eux, et dont la photo accompagnée de citations ou de décorations, parfois glorieuses, marquera pour plusieurs générations le souvenir d'un manque, le reflet d'une absence, avant de tomber parfois dans un oubli éternel. Plus que jamais, Verdun en appelle à l'obligation du souvenir, car l'oubli engendre le désintérêt, et du désintérêt naît
l'indifférence. Il y a loin, mais cela ne saurait être une fatalité, du sacrifice de ceux de 14 au relativisme général d'une société qui pourrait oublier parfois ses devoirs à l'égard de la vie de la cité. Aussi, c'est bien pour saluer la mémoire de ces centaines de milliers de soldats, oubliés avec le temps et l'effacement des mémoires familiales, devenus plus inconnus encore que leurs frères d'armes qui reposent sous l'Arc de Triomphe, que l'État, garant de la mémoire nationale, se doit de garder le souvenir de leur sacrifice dans une cérémonie comme celle qui nous réunit aujourd'hui. Rappelons-nous de ce qu'un jeune soldat français pris dans la bataille écrivait après un énième assaut, un énième bombardement. « Je mets la tête hors du boyau pour essayer de reconnaître les morts qui sont étendus là. Seul, car tout le monde est terré, je suis épouvanté par ce gigantesque charnier et suffoqué par l'odeur qui s'en dégage. À perte de vue, la terre est recouverte de cadavres. Tout est changé. Les vivants sont sous terre et les morts sur la terre. » Souvenons-nous qu'ici, à Verdun, la résistance humaine fut poussée jusque dans ces derniers retranchements. On peut alors concevoir que des hommes écrasés par le feu du ciel et soumis à ces visions dantesques aient cherché à échapper à l'enfer. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils furent par ailleurs des centaines de milliers à tenir et à mourir pour leur pays. Ils méritent la reconnaissance de la nation, de nos deux nations, Monsieur l'ambassadeur. Et si j'ai tenu à citer dans mon propos des phrases écrites en allemand et en français, aussi terribles les unes que les autres, c'est pour rappeler qu'ici, à Verdun, nos deux peuples se sont affrontés pendant des mois pour leur pays et l'idée qu'ils s'en faisaient. Une idée, un idéal, devrais-je dire, qu'ils plaçaient au-dessus de leur propre vie. Alors certes, il est facile de gloser à l'envi sur la mécanique implacable qui conduisit de la déflagration du fameux coup de tonnerre dans un ciel serein au carnage de la Grande Guerre. Personne jamais ne sera en mesure de réécrire l'histoire. Et rien n'est pire que la relecture des événements du passé au prisme des sensibilités qui n'ont plus rien de commun avec celles qui animaient les peuples d'alors. Une chose est certaine, en revanche, c'est que dans l'histoire, rien ne se fait sans la volonté des individus, et les structures ne sont rien sans leurs actions. Les soldats morts à Verdun, qu'ils soient allemands ou français, sont tombés parce que les uns croyaient en la France et les autres en l'Allemagne. Ils sont tombés aussi pour leurs camarades de tranchée et l'idée qu'ils se faisaient de leur devoir de soldats. Les uns ont combattu parce qu'ils pensaient que leur liberté était menacée, les autres parce qu'ils craignaient de voir leur pays encerclé par des forces hostiles. Pourtant, dans la fureur des combats, dans ces assauts incessants où l'on mourait par milliers, jour après jour, pendant 100 jours, pour quelques mètres gagnés sur l'ennemi, ce n'était plus du sang français qui coulait, ce n'était plus du sang allemand, c'était tout simplement le sang mêlé de l'humanité. Partout, il avait la même couleur et partout, les corps putréfiés exhalaient une même odeur. Cette odeur insoutenable et tenace des charniers qui poursuivra longtemps leurs survivants. Verdun, c'est d'abord cette épreuve commune dont il aura fallu panser les plaies pendant plusieurs décennies. Mais de cet affrontement titanesque est né avec le temps un respect mutuel entre les combattants. C'est ce respect entre braves que Jean Renoir a si bien su fixer sur la pellicule de la grande illusion
un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma français. Cette communion dans l'épreuve des soldats français et allemands a d'abord été étouffée par le ressentiment, mais elle a finalement ouvert le chemin sur lequel nous marchons aujourd'hui, celui de la réconciliation de nos deux pays, de nos deux peuples. Si nous sommes ici pour rendre hommage au sacrifice des centaines de milliers de morts tombés pour leur pays à Verdun, si nous mesurons les souffrances des 400 000 blessés qui échappèrent à la mort au prix des pires mutilations, nous avons bien évidemment le devoir de tirer les leçons de l'histoire, surtout lorsqu'elle a pris, comme ici, la dimension d'une épouvantable tragédie. Car Verdun n'est pas un événement en soi. Verdun n'est pas seulement une bataille parmi les grandes batailles qui, de la Marne à la Somme, scandent notre mémoire de la Grande Guerre. Verdun, c'est tout à la fois le creuset d'un formidable dépassement de soi et d'un processus historique de déshumanisation qui en a annoncé d'autres pires encore. À Verdun, les soldats ont déployé des trésors d'humanité, mais l'humanité a perdu quelque chose d'elle-même. Ceux de Verdun, comme on les a longtemps appelés, en tout cas ceux qui sont rentrés chez eux, en France comme en Allemagne, sont revenus si profondément transformés par ce sommet de souffrance que c'est la société occidentale tout entière qui s'en est à son tour trouvée transformée. La société entre-deux-guerres a été traversée tout à la fois par un militarisme militant, où la nostalgie de la fraternité des armes a fini par l'emporter sur toute autre considération, et par un pacifisme béat qui a conduit au pire renoncement. Une société où la haine de l'autre s'est instillée sournoisement, car le sacrifice demandé avait été si grand que rien ne semblait assez fort ni assez juste pour le reconnaître. On sait les conséquences politiques incalculables que l'humiliation des traités de Versailles et la grande inflation, le prix de la dépense militaire et des réparations de guerre ont provoqué en Allemagne, puis dans toute l'Europe, à nouveau plongée dans le chaos. En France, la défaite de mai 40 allait jeter tout un peuple sur les routes et un gouvernement dans la tourmente. Si l'on sait que dès le 18 juin, un général qui avait vu le désastre venir de loin allait incarner, depuis Londres, l'esprit de résistance et de grandeur. Cette période rappelle aussi la figure d'un autre général, longtemps considéré comme républicain, salué par toute une nation comme le héros de Verdun, devenu, un peu moins de 30 ans plus tard, ce vieux maréchal qui, sous prétexte de faire don de sa personne à la France, la livra, ainsi que les Juifs qu'elle abritait et qu'il avait pourtant le devoir de protéger, à la fureur nazie. Pourtant, les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ont peut-être fini par cristalliser cette conviction que nos deux vieilles nations pouvaient et devaient construire l'avenir ensemble. Ainsi, la communion dans l'épreuve de Verdun avait-elle ressurgi pour s'imposer à nos deux peuples comme une marque indélébile. Le plus jamais ça pouvait enfin s'imposer dans nos volontés politiques et nos destins communs. L'Europe a ainsi fait le choix de se relever pour construire une autre paix que celle des traités de Versailles. Une Europe qui ne serait pas celle de la rancœur nationaliste, des réparations insoutenables et des règlements de compte, mais celle de l'union des nations, et surtout et avant tout celle du couple franco-allemand. C'est donc ici, au milieu de ce champ de bataille, que la grande idée d'une Europe unie et pacifiée a peut-être vraiment germé. Ce n'est pas un hasard si le général de Gaulle a salué ici même ce choix historique
à l'occasion du 50e anniversaire de la bataille de Verdun. Ce n'est pas un hasard non plus si 18 ans plus tard, le 22 septembre 1984, le président Mitterrand et le chancelier Kohl échangèrent une longue poignée de main alors que les deux hommes se recueillaient, comme nous en cet instant, devant l'ossuaire de Douaumont, pour symboliser et pérenniser ce choix fondateur, ce serment. Nous nous devons de le renouveler inlassablement. La chancelière Merkel, monsieur l'ambassadeur, en a fait la ligne conductrice de sa carrière politique et je veux saluer tout particulièrement aujourd'hui cet engagement sans faille. Le président Emmanuel Macron a initié le traité d'Aix-la-Chapelle, signé au mois de janvier 2019 et entré en vigueur un an plus tard. C'est grâce au renouvellement de cette entente historique que nous avons pu négocier dans les meilleures conditions le plan de relance européen dont nos deux pays vont pouvoir bénéficier après cette pandémie, qui n'est pas sans rappeler l'épidémie de grippe espagnole qui frappa les survivants de Verdun. Quel plus beau symbole de ce choix historique qui a été voulu par nos aînés et que nous continuons à faire vivre génération après génération. Ce choix, monsieur l'ambassadeur, nous le devons aux morts que la forêt de Verdun recouvre aujourd'hui de son linceul. Ce choix, les souffrances abominables endurées par nos soldats, nous en fait un impératif absolu. Ce choix, il est celui de la raison, de l'humanité et de l'espérance. Vive l'union de nos deux peuples, vive l'Europe, vive la République et vive la France.
Merci.